Il y a de cela 25 ans, j'étais un jeune journaliste pour un journal local nommé La Bretagne. J'étais vraiment en balbutiement de ma carrière, mais mon premier grand article ne s'était pas fait attendre. En effet, celui-ci parlait d'un tueur en série qui avait détourné un bus scolaire qui avait à son bord 19 adolescents, un chauffeur et 2 professeurs. Après avoir tué les adultes, le tueur en série, Raymond Pierre, avait emmené les ados dans sa maison de campagne, où il avait mis en place de quoi les garder captifs tout en pouvant s'abandonner complètement à ses pulsions meurtrières. Il n'y a eu que 2 survivants à ce massacre. Voici un extrait de l'article. Une adolescente s'échappe de la maison des horreurs. Laura Morrison devint une héroïne après s'être échappée des griffes d'un tueur en série, sauvant également son camarade de classe. On dirait le scénario d'un film d'horreur, mais c'est pourtant bien réel. Après avoir détourné le bus d'une classe de seconde, un tueur en série, Raymond Pierre, a ramené les passagers chez lui, où il les a enfermés dans une cage. Chaque jour, il sortait un élève et le torturait de façon horrible, tout en obligeant le reste des élèves à assister au spectacle. Puis il les tuait à l'aide d'un marteau. C'est pendant qu'il lobotomisait le pauvre Tony que Laura est parvenue à sortir de sa cage et à tuer leur bourreau d'un coup de marteau dans la tête. À l'arrivée de la police sur les lieux, il y avait 17 cadavres d'adolescents qui pourrissaient sur le plancher. Un spectacle macabre qui n'aurait laissé que 2 survivants, notre héroïne et Tony. Ce dernier est désormais dans un état végétatif. C'est la foi en Dieu qui m'a permis de survivre dans cet enfer, a déclaré la jeune Laura. Elle, qui était le souffre-douleur de sa classe depuis plusieurs années, a réussi à trouver en elle le courage d'affronter ce tueur en série et de sauver son camarade de classe. Vous vous rendez compte ? 17 cadavres, 17 jours de calvaire. C'était un vrai miracle que cette Laura ait réussi à tenir et à avoir le courage de se révolter au bout de tant de temps. Surtout que, selon la police, les tortures infligées aux adolescents étaient encore plus perverses que ce que Raymond Pierre avait l'habitude de faire. C'était un vrai miracle que cette jeune fille harcelée à l'école ait pu le mettre hors d'état de nuire. C'était il y a 25 ans. Depuis, j'ai écrit beaucoup d'articles, mais aucun ne surpasse celui-ci en termes d'horreur. C'est pour cela qu'à l'approche d'Halloween, mon chef m'a demandé la semaine dernière d'aller voir ce qu'étaient devenus les survivants de cette affaire, à savoir Laura Morrison et ce pauvre Tony. Laura a réussi dans la vie. Suite à son nouveau statut d'héroïne, elle est passée de souffre-douleur à star du lycée. Elle a pu obtenir facilement des bourses d'études et a suivi un cursus médical, puis est devenue médecin. Actuellement, elle est en Afrique en mission humanitaire pour aider les enfants les plus démunis. Un vrai conte de fées. Comme si cette affaire l'avait rendue plus forte et avait provoqué en elle le déclic pour mener sa vie de la meilleure des façons. Je suis allé voir Tony aussi. La première fois, je n'ai pas pu le rencontrer. Ses parents m'avaient informé qu'il avait une maladie incurable et qu'il n'allait pas bien en ce moment. Et je n'ai pas pu m'empêcher de plaindre ce garçon, réduit dans la fleur de l'âge à l'état de légume par un tueur en série. Et ensuite contracté une maladie mortelle et incurable. À l'inverse de Laura, cette affaire avait gâché sa vie de la plus cruelle des manières. Même s'il était un des harceleurs les plus zélés de Laura, il ne méritait cela en aucun cas. Ses parents m'ont contacté hier, m'annonçant qu'il n'en avait plus pour longtemps et que son agonie allait bientôt se terminer. Je n'aurai donc plus d'occasion de le rencontrer. J'y suis donc allé et, au chevet de son lit, il a prononcé ses premiers mots en 25 ans de silence, tout juste avant de rendre l'âme. Ces mots résonnent encore en moi, donnant naissance à un terrible frisson me parcourant tout le corps. Des mots qui donnent toute autre vue sur une affaire datant de 1990. Elle a eu le tueur le premier jour. Jeudi 19 janvier 2012. Cher journal, je m'appelle Amélie et je suis si heureuse de t'avoir enfin. J'ai attendu d'avoir un journal intime depuis si longtemps. Je n'ai carrément personne à qui parler. Je viens d'avoir 12 ans ce matin et tu es mon plus beau cadeau. Aujourd'hui, personne ne m'a souhaité joyeux anniversaire, à part mes parents et ma sœur. Tout le monde m'a ignoré en cours. Personne n'a voulu rester avec moi. J'ai dû manger toute seule à la cantine pendant que les autres parlaient dans mon dos.
Les gens pensent que je porte malheur. Ils disent que c'est de ma faute si Capucine est morte. C'était ma meilleure amie. Elle me manque. Je n'avais personne d'autre à part elle. Vendredi 20 janvier 2012. Cher journal, je suis si content de te revoir enfin. La journée a été très longue sans toi. En cours de chimie, une fille qui me détestait a commencé à m'insulter et à me clasher devant toute la classe. À un moment, la prof en a eu marre et lui a foutu une heure de colle. J'étais bien contente. Je riais sadiquement dans ma tête. Samedi 21 janvier 2012. Cher journal, c'est enfin le week-end. Je suis tellement contente de pouvoir me reposer après cette longue et fatigante semaine. Je vais enfin pouvoir retourner à mes occupations. Dessiner, sortir, prendre l'air, lire. Mais avant tout ça, j'ai une tonne de devoirs à faire. Dimanche 22 janvier 2012. Cher journal, aujourd'hui, je suis tellement contente. Je vais partir une journée à la montagne pour faire du ski avec ma famille. Je suis si excitée. Je vais enfin pouvoir profiter de la neige, faire des batailles et peut-être me faire des amis. Tu vas me manquer, à ce soir. Dimanche 22 janvier 2012. Cher journal, me revoilà, je me suis bien amusé et je me suis fait un nouvel ami. Il s'appelle Alex, il est très gentil. Je pense même qu'il va devenir mon meilleur ami. Il m'a donné son Skype, son Facebook et son MSN. Je vais essayer de le contacter demain après-midi. Cependant, j'ai vu un type bizarre là-bas. Il avait les cheveux bruns, une veste orange, un pantalon noir et des bottes. Il ne semblait pas avoir froid. Mais j'ai cru voir qu'il portait un masque blanc, aux yeux entourés de noir et aux lèvres noires. Je me demande s'il n'avait pas froid par ce temps. Lundi 23 janvier 2012. Cher journal, aujourd'hui je n'ai pas cours. Mes parents sont en voyage d'affaires pendant 2 semaines et ma sœur est partie en voyage avec sa classe. J'en profite donc pour te parler de ce rêve très étrange que j'ai fait cette nuit. J'étais plongé dans le noir total, je ne voyais rien. Après quelques instants, mes yeux semblaient s'être habitués au noir et j'ai pu voir autour de moi dans un périmètre d'environ 6 mètres. Sur le sol, j'ai pu voir une lampe torche. Je l'ai prise et je l'ai allumée. J'ai vu que j'étais dans un couloir, mais c'était très étrange. Ce couloir me semblait très familier. Oui, cette fois j'en étais sûr, j'étais chez moi. J'avançais jusqu'à me retrouver devant la porte de mon salon. Je l'ouvris et je vis cet homme assis sur le canapé. Il me fixa pendant quelque temps. Je pouvais entendre sa respiration. D'un coup, il se leva et courut vers moi. Je me mis à courir vers la cuisine et là, il me fit un croche-patte et je tombais violemment sur le sol. Je ressentis une violente douleur sur le tibia gauche et je n'arrivais plus à me lever. Il s'approcha de moi doucement, puis sortit un couteau de sa poche et me poignarda dans l'estomac. C'est à ce moment-là que je me suis réveillé. Mais le plus bizarre dans tout ça, c'est que j'avais un énorme bleu sur mon tibia et j'avais super mal au ventre. Mardi 24 janvier 2012. Cher journal, cette nuit j'ai fait le même cauchemar. Sauf que cette fois, j'ai un bleu sur l'épaule et au lieu de me poignarder, il m'a égorgé. Quand je me suis réveillé, j'avais un nouveau bleu sur l'épaule et une énorme douleur à la gorge. J'ai vu une tache de sang sur mon coussin. Je commençais à avoir peur. J'étais en direction de ma salle de bain pour me débarbouiller le visage, et là je vis les traces d'une coulée de sang sur ma joue, et je vis une énorme cicatrice sur mon cou. Cette fois j'avais vraiment peur. Après m'être habillé, j'ai préparé mes affaires et j'ai pris mon petit déjeuner, et puis je me suis mis en route vers le collège. Je n'avais vraiment pas envie d'y aller. Cette journée fut vraiment longue. Comme d'habitude, je me suis retrouvé dans la solitude toute la journée, et comme d'habitude, cette fille m'a encore foutu la honte et s'est ramassé une heure de colle. Mercredi 25 janvier 2012. Cher journal, cette fois c'en est trop. J'ai refait le même cauchemar, mais cette fois c'était plus violent, beaucoup plus, et surtout beaucoup plus étrange. Ce rêve-là était différent des autres. J'étais chez moi, mais cette fois, il y avait de la lumière. J'avançais dans le couloir, il semblait plus long que d'habitude. Et une fois arrivé au bout du couloir, j'avançais vers le salon. À ma grande surprise, il n'y avait personne. Les meubles semblaient avoir été déplacés. Il y avait des taches de sang sur le sol. Je me dirigeais vers la fenêtre. La maison était en plein milieu d'une forêt sombre et brumeuse. Je descendis les escaliers pour arriver devant la porte d'entrée. Elle était ouverte. Je sortis dehors, tout avait changé. Il n'y avait plus de forêt mais une simple mine. Je me retournai et la maison avait disparu. Je vis une lampe torche sur le sol et je l'ai prise. Je descendis l'escalier qui était devant moi pour arriver devant une porte de métal. Elle était à moitié ouverte. Je rentrai à l'intérieur et vis du sang sur le sol.
Sur les murs, il y en avait partout. Dans un coin sombre, j'ai pu voir une silhouette sombre. C'était cet homme. Il s'avança doucement vers moi, couteau à la main, prêt à attaquer. Je reculai doucement vers la porte. Je faisais tout pour l'ouvrir, mais elle ne voulait pas. J'étais coincé. Il s'avança vers moi de plus en plus rapidement. J'étais tétanisé, je ne pouvais plus bouger. Il arriva enfin en face de moi. Il me fixait. Je pouvais l'entendre rigoler sadiquement derrière son masque. Il me rattrapa et commença à me tabasser. Il me fit un œil au beurre noir, une dizaine de bleus et me cassa le nez. Puis il sortit son couteau et m'éventra. Quand je me suis réveillé, je saignais du nez. J'arrivais à peine à bouger. J'avais une énorme entaille sur mon bras et surtout ces douleurs atroces, mon ventre me faisait souffrir. J'ai appelé cet homme Masky à cause de son masque. Jeudi 26 janvier 2012. Cher journal, désolé de te déranger si tard, mais je n'arrive pas à dormir. J'ai l'impression que l'on m'observe. J'entends des bruits de pas dans la maison. Et j'ai peur. Je ne sais pas si je deviens folle. Je vais essayer de dormir. À demain. Vendredi 27 janvier 2012. Cher journal, cette nuit, rien d'anormal. Pas de cauchemar, rien. Mais ces temps-ci, j'ai l'impression qu'on m'observe. Je pense que je vais placer une caméra dans ma chambre cette nuit pour voir ce qu'il se passe. Je vais prendre l'air pour me changer les idées. À plus tard, mon cher journal. Me revoilà. J'ai eu super peur tout à l'heure. Alors voilà ce qu'il s'est passé. Je marchais tranquillement dans la rue quand j'ai vu un chemin entre deux immeubles. Il était sombre. Je savais que je ne devais pas y aller, mais ma curiosité a pris le dessus. J'avançais vers ce fameux chemin. Il y avait une odeur nauséabonde, comme une odeur de rat mort. C'était horrible. À peu près 5 mètres de moi, j'ai pu voir une silhouette sombre s'avancer vers moi. C'était lui. Dès que je commençais à courir vers la rue, il se mit à me poursuivre. J'étais en train de pleurer. Je faillis trébucher plusieurs fois, mais j'ai pu enfin sortir d'ici. J'étais toujours en train de courir quand j'ai vu qu'il avait disparu. Je continuais de courir quand même jusqu'à chez moi, de peur qu'il ne me fasse une embuscade. J'étais enfin arrivé chez moi. J'ai fermé la porte à double tour, fermé toutes les fenêtres et mis les rideaux. Je me suis enfermé. Me revoilà, mon cher journal. Je suis encore désolé de te déranger si tard, mais j'ai peur. J'entendais pas. Je viens d'entendre un verre se briser. Il est là. Masky est là. Je l'entends arriver. Il est derrière la porte. Il essaye de la défoncer. Et je crois bien que c'est la fin pour moi. J'ai eu mes petits agneaux alors qu'ils n'avaient que quelques mois. 3 mâles et une femelle. C'est avec un peu de honte que je dois avouer qu'ils n'étaient pas à moi normalement. Je les ai volés lors de vacances que je passais dans le sud, très loin de chez moi donc. Heureusement que j'étais venu avec la caravane, sinon il aurait été difficile de les ramener à la maison. Il fait très froid là où j'habite, alors j'avais peur qu'ils ne succombent rapidement à cause du climat régional, qui monte rarement au-dessus de 15 degrés. Je les ai donc installés dans la grange, dans laquelle j'avais préalablement préparé un bel enclos. Au début, je leur donnais leur biberon, qu'ils étaient adorables à téter comme des affamés. Mais ça grandit vite ces petites bêtes, trop à mon goût. C'est lors de la 4e année que l'un des mâles est tombé malade, et j'ai tout tenté pour le sauver. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence. Le pauvre était condamné. Je l'ai donc conduit dans la cour, puis je l'ai attaché solidement et finalement, j'ai écrasé une grosse pierre sur son crâne. Il a remué pendant quelques instants, avant de pousser son dernier souffle. Comme j'ai horreur du gâchis, je l'ai fait rôtir pour tuer l'infection bactérienne, et je l'ai mangé. Il était très savoureux, mais ça m'a quand même fait de la peine. Je crois me souvenir que j'ai même versé une larme. De longues années se sont écoulées sans un autre incident. C'étaient de belles bêtes. Elles ne donnaient pas beaucoup de laine, mais chaque été, je leur passais un petit coup de tondeuse, histoire qu'elles n'aient pas trop chaud. Je dois dire que j'étais heureux durant cette période. Mais le bonheur ne dure jamais éternellement, n'est-ce pas? Sûrement à cause des hormones, les 2 mâles restants ont commencé à régulièrement se battre. J'ai dû acheter une clôture de barbelés pour les séparer, mais ça n'a pas suffi. Un matin, je suis entré dans la grange et une odeur métallique m'a immédiatement agressé les narines. Un des mâles gisait là, baignant dans son sang, éventré.
Ça m'a beaucoup peiné. Pourtant, le vrai drame s'est produit lors de la nuit suivante. J'ai été brusquement tiré de mon sommeil par des hurlements déchirants. Heureusement que nous vivions en marge du village, car si nous avions eu des voisins, j'aurais sûrement été arrêté pour tapage nocturne. Je suis descendu en 4e vitesse pour voir ce qu'il se passait. Lorsque j'ai pénétré dans le bâtiment, j'ai rapidement compris la situation. Le mâle tentait un accouplement, ce qui n'avait pas l'air de plaire du tout à la petite femelle. Elle beuglait et se ruait dans tous les sens, si bien qu'elle est tombée dans les barbelés. La pauvre, elle devrait souffrir le martyre, mais plus elle se débattait, plus elle s'enchevêtrait dans les fils coupants. Elle est morte au petit matin, des suites de ses blessures, et je n'ai pas pu me résoudre à la manger. Je l'ai enterrée dans le champ derrière la maison. Ensuite, je suis retourné à la grange et j'ai égorgé la dernière bête. Ce genre d'animal, quand il est esseulé, devient rapidement fou, et je voulais lui éviter ses souffrances. Après ça, j'ai décidé de ne plus jamais avoir d'animaux. Voici les aveux d'Antoine Comsardin, révélés par une autorisation des autorités à 2 jeunes scénaristes dans le cadre de son biopic intitulé Le Berger, actuellement en pré-production. L'homme purge actuellement une peine de réclusion criminelle à vie après avoir été reconnu coupable d'enlèvement, séquestration et multiples homicides. À la suite de la découverte du corps de Lisa Méron, jeune fille de 14 ans, disparue depuis l'âge de 17 mois, retrouvée en bordure de la propriété du dit condamné. Bien que l'un d'eux ait probablement été dévoré selon les dires du kidnappeur, le corps de Michael Letel, Thomas Michon et de Marius Boisilec n'ont pour l'heure pas été retrouvés. Ma grand-mère a grandi dans les quartiers pauvres de Chicago, à l'époque de la Prohibition. Sa famille vivait dans une petite maison près d'un port. Un jour, elle m'a raconté l'un de ses plus anciens souvenirs. C'était lors d'un été particulièrement chaud. Alors qu'elle et sa sœur cherchaient un moyen de remédier à cette chaleur, elles avaient trouvé une partie peu fréquentée d'une passerelle en bois, près d'un entrepôt abandonné. Toutes les nuits pendant plusieurs week-ends, les 2 filles marchaient jusqu'au quai et s'asseyaient ensemble au bord de la jetée pendant que le soleil se couchait. Ma grand-mère, vivement, et pendant un moment, affectueusement s'est rappelé la sensation des algues entre ses orteils quand elle et sa sœur laissaient pendre leurs pieds dans l'eau trouble. Quelques années plus tard, elle était retournée voir cet endroit. L'entrepôt avait été démoli. Curieuse, elle avait demandé au département de l'organisation et du développement ce qu'il s'était passé. Apparemment, l'entrepôt avait appartenu pendant un temps à la pègre locale, qui l'utilisait comme une base d'opération pour un réseau de prostitution. Tout a été découvert quand un des associés a commencé à éliminer des rivaux, en les équipant de chaussures en béton et en les jetant dans le port. Les enquêteurs ont trouvé presque 2 douzaines de corps dans les eaux d'un quai isolé à proximité. Comment les corps ont été retrouvés ? Grâce à un pêcheur qui passait et qui a vu les cheveux de quelques victimes flotter à la surface de l'eau, comme des algues. Le noir, un simple mot, mais qui signifie tellement de choses. En plus d'être une banale couleur, ou plutôt l'absence de couleur, il évoque aussi une peur terrible que l'on retrouve ancrée dans notre subconscient et qui remonte jusqu'à notre plus tendre enfance. Cette peur s'en va naturellement en grandissant, mais pourtant, elle est toujours là, tapie dans un coin de notre inconscient, prête à ressurgir au moindre signe de danger. Lorsque vous vous promenez seul dans la nuit, sans un bruit, et que ce léger malaise vous surprend jusqu'à ce que vous soyez chez vous en sécurité et baigné de lumière. Tout le monde connaît ce sentiment. Moi, je l'ai en permanence. Ma peur du noir n'a jamais diminué en intensité depuis que je suis petit. À peine l'obscurité installée, que je ressens un souffle glacial me remonter la colonne vertébrale. Des sueurs froides courent le long de mon épiderme, mes mains deviennent moites, et je n'ai qu'une idée en tête, retrouver la lumière. Je ne suis jamais resté plus d'1 heure sans lumière. Je me promenais sans cesse avec une source lumineuse et dormais toujours avec une veilleuse. C'est devenu plus compliqué quelques années plus tard, mais j'y suis parvenu tout de même. Je pensais que cette phobie était un problème psychologique dû à mon extrême sensibilité. Mais tout a changé le jour de l'accident. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, tout est flou dans ma tête. Mais après ça, une chose est sûre. J'étais devenu aveugle.
Depuis, les ténèbres sont omniprésentes. Elles m'entourent et sont en permanence dans ma tête. Elles se glissent dans mes moindres pensées et s'insinuent lentement en moi. Non, ma peur n'est pas irrationnelle. Dans l'obscurité se cachent des choses horribles qui n'attendent que le bon moment pour passer à l'attaque. Je les vois maintenant. J'arrive à les distinguer. Je ne sais pas ce qu'elles veulent de moi, mais je les sens se rapprocher de jour en jour. Je sais maintenant. Elles ne veulent pas être vues. J'ai tout donné, mais pourquoi? Pourquoi moi? Salut, moi c'est Jenny Antoei, mais tout le monde m'appelle Jane. Je suis une jeune fille âgée de 16 ans. J'ai récemment emménagé avec mes parents et ma petite sœur dans une région paisible où quasiment tout le monde se connaît. C'était d'un ennui. Je suis plutôt friande d'aventure. J'aime quand il y a de l'action autour de moi. Mais ce quartier était si calme que l'on aurait pu croire que c'est une ville fantôme. Et pourtant, c'est dans ce quartier que ma vie a pris un sens. Tout a changé depuis que j'ai déménagé ici avec mes parents. Tout a commencé il y a de ça 3 semaines. Je venais de me rendre dans ma nouvelle classe. Quand j'y suis arrivée, tout le monde est venu me voir pour savoir qui j'étais. C'est d'ailleurs le passage le plus barbant quand on arrive dans un nouveau lycée. Une fois les présentations terminées, le professeur entra dans la classe et fit l'appel. Asseyez-vous, je vais faire l'appel. Johnny Aylor, Armand Bellor, Jeffrey Conrad. Un silence gêné s'installa, puis le professeur reprit l'appel. Pendant qu'il continuait, je demandai à un de mes camarades ce qui lui était arrivé. Jeff, c'est un mec super. Il est toujours souriant, prêt à aider et à rendre service. Mais il y a pas longtemps, il a eu une altercation avec des gens de ce lycée. Depuis, il est à l'hôpital. Mais pourquoi? Et que sont devenus ces brutes? D'après les échos, ces personnes s'en seraient pris au petit frère de Jeff, car beaucoup de gens trouvent qu'ils sont spéciaux. Ils aiment rarement ce qui est différent. Du coup, pour le défendre, Jeff s'est servi d'un couteau, mais ça a mal tourné. Jeff les a tués tous les 3. Ils étaient dans un atelier selon leur rumeur. Et l'un des 3 lui aurait lancé un bidon décapant ou quelque chose du genre. Du coup, son visage s'est retrouvé calciné. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est à l'hôpital. Et moi qui pensais que le coin était paisible. Je n'en revenais pas. Au départ, je pensais que c'était une mauvaise blague. Mais tout le monde en parlait dans les couloirs du lycée. Tout le monde en avait une version différente. Tout ça devait être récent. Mais pourquoi on n'avait pas de nouvelles de ces 3 brutes? C'était la question que je me posais à ce moment-là. Mais bon, je préférais m'occuper de mes cours plutôt que de cette histoire. Le lendemain matin, je devais me lever pour aller en cours. J'avais comme d'habitude une tête de zombie et une humeur à massacrer des poulets. Un peu comme tous les matins en fait. J'ai pris la presse locale pour lire les quelques articles qui pouvaient m'intéresser. Et dans ce journal se trouvait en première page un article nommé « Un adolescent poignardé dans une ruelle ». Je m'étais donc mise à lire l'article attentivement. Cet article racontait que dans la nuit, un jeune garçon se serait fait agresser dans une ruelle derrière un magasin. Une caméra se trouvait sur les lieux et un garçon au teint pâle avec un sourire de l'ange serait l'agresseur. Tout cela était-il lié ou était-ce seulement un fait divers comme un autre? Je ne le savais pas. Je me disais que de toute manière, j'en entendrais parler au lycée. Et ça n'a pas manqué. Une fois en classe, nos professeurs nous ont fait faire une minute de silence pour cette personne. C'était bel et bien une de ces brutes. L'agresseur était donc Jeff. Ça ne faisait aucun doute. Mais pourquoi le tuer? Cette histoire m'intriguait. Je voulais savoir. Ma journée était finie, et cette fois je suis rentrée du lycée beaucoup plus tard que prévu, à cause d'un retard de bus. Je traversais les ruelles pour aller plus vite quand tout d'un coup, j'entendis quelqu'un dire « C'était pour ton bien. Maintenant, plus personne ne t'embête. À présent que tu dors. » Je me suis approchée doucement de cette personne pour lui demander si elle allait bien. Il s'est retourné pour me dire « Pousse-toi de là, va-t'en. Déguerpis vite. Tu seras la prochaine. Prends ton mal en patience. » Sur le coup, je suis partie, mais son visage calciné, ce sourire de l'ange et ses yeux grands ouverts, ça ne pouvait être que Jeff. Pourquoi voulait-il que je parte? Qu'est-ce qu'il faisait dans cette ruelle? Je devais savoir. Une fois sur les lieux,
Je le vis accroupi avec un couteau dans la main. Sans que je sache vraiment pourquoi, je me suis précipitée vers lui pour voir ce qu'il était en train de faire. Et c'est là que je l'ai vu, allongé sur le sol. C'était ma petite sœur. Jeff me regarda et dit « Tu es en retard. J'ai presque terminé le travail. » « Pourquoi as-tu fait ça? Elle ne t'a rien fait. » Franchement, je sais pas. Elle se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Dommage pour elle. Une jeune fille si jolie, qui te ressemble énormément. Mais pourquoi elle? Elle a tant de choses à faire, elle est si talentueuse. Elle doit avoir un avenir. Oh, je vois. La petite sœur plus talentueuse que la grande. Tout le monde n'a Dieu que pour elle, je suppose. Quand on y repense, pourquoi devrait-elle vivre dans ce cas? La jalousie te ronge, je le lis dans les yeux. Je t'ai donc en quelque sorte rendu service. Même si elle est encore vivante, pour le moment. Stop! Tu ne sais pas de quoi tu parles, tais-toi! La colère. Je connais bien ce sentiment. Mais si tu réagis comme ça, c'est sans doute parce que j'ai touché un point sensible, n'est-ce pas? Enfin bref, je perds mon temps ici. Il est temps pour moi de partir. Et pendant que j'y pense, prends ce couteau. On verra bien ce que tu en feras. Pendant ce temps, je vais voir tes parents. Ils ont sommeil. Je vais les aider à dormir. Il m'avait donné son couteau et était parti dans l'obscurité. Je devais faire vite, il se rendait chez mes parents et je ne pouvais pas laisser ma petite sœur comme ça, ce n'était pas possible, elle avait besoin de moi. Je voyais la vie s'écouler de ses plaies devant mes yeux, elle n'en aurait plus pour longtemps sans doute. Je m'effondrais à genoux en essayant de rassembler mes esprits. Je devais appeler les secours, elle avait encore une chance de s'en sortir, et on m'aurait enfin vue comme une héroïne. J'imaginais bien les articles, une petite fille sauvée par sa grande sœur. Enfin j'aurais servi à quelque chose. J'aurais sauvé ma petite sœur que tout le monde admire autant, et on aurait enfin accordé un minimum d'attention à mon égard. Mais dans un autre sens, pourquoi la sauver? Ça aurait duré qu'un instant et notre vie aurait continué normalement? Non, ce n'était pas possible. Elle ne méritait pas de vivre. Et puis ses plaies devaient lui faire très mal. Combien de temps aurait-elle pris avant de s'en remettre? Ce serait idiot de la laisser souffrir autant. Et je levai les yeux sur elle, tout en la contemplant, un sentiment nouveau, ni chagrin, ni haine, m'envahit. C'était comme un désir pressant, non, un zèle. Le devoir d'en finir avec ses souffrances et celles des autres. Je pris donc le couteau et lui plantai dans le cœur pour que sa mort soit assurée. Mes derniers mots furent « À présent, tu peux dormir ». Après cela, j'ai appelé une ambulance anonymement et je suis partie jusque chez moi pour voir s'il était là. Malheureusement, ce salopard était parti et il avait tué mes parents. Quand j'ai eu la scène, je n'étais ni triste ni en colère. J'étais étrangement fascinée par la manière dont il s'était pris. La pièce était recouverte de sang. On pouvait voir les organes des cadavres éparpillés dans la pièce. Il les avait éventrés avant de les achever d'un coup de couteau dans le cou, comme s'il voulait qu'ils souffrent et qu'ils meurent au moment où il l'avait décidé. C'était étrange, mais un profond désir me hantait. Les autres personnes aussi ont besoin de dormir. Mais elles ont besoin d'une bonne raison, et une grande souffrance serait sûrement la clé. Le téléphone se mit à sonner. Allô? Bonjour, Jane the Killer. Comment vas-tu depuis que tu as tué ta sœur? Ne m'appelle pas comme ça. Tout ça est de ta faute, à toi et à tes pulsions meurtrières. Je l'ai seulement blessée. Tu aurais pu la sauver, mais tu en as décidé autrement. Donc tu es en partie responsable. Tu es là pour tuer, tu as ça dans le sang. Rejoins-moi, et nous deux, on fera des merveilles. On sera unis tel un couple de meurtriers. Tu verras comme c'est grandiose. Mais pour qui tu m'as prise? Je ne voulais pas qu'elle souffre des blessures que tu lui avais commises. Mais ne t'inquiète pas. Je les vengerai tous les trois. Je te retrouverai. Mais ce ne sera pas pour te rejoindre. Ce sera pour te tuer. Tu as ôté trop de vie maintenant. Il faut que quelqu'un t'arrête. Et je me ferai une joie de le faire. Mais tu m'as l'air bien sûr de toi. On verra bien lequel de nous deux sera debout en dernier. Sache que je serai sans pitié. Alors, maintenant, juste un conseil. Go to sleep. Tant que tu
Et voilà comment une vie peut basculer en un éclat de seconde. Désormais, je ne vis que pour une chose, venger mes parents. Et je tuerai tous ceux qui sont liés à Jeff. Je le trouverai, et je lui ferai comprendre le vrai sens du mot souffrir. Je viens vous raconter ici quelque chose qui, malgré mes 20 ans, m'a choqué au plus haut point quand je l'ai découvert. Quand j'y pense, c'est lorsque l'on grandit que l'on est capable de comprendre le monde, que l'on se rend compte de l'horreur qui va être expliquée un peu plus tard. Attention, ceci n'est pas une pasta habituelle. Celle-ci est bien réelle. À tous les nostalgiques qui regardaient Tom et Jerry et qui ont atteint un certain âge, accrochez-vous bien, car je vais vous montrer un épisode sous un autre angle que l'angle comique. Blue Cat Blues, le blues du chat bleu en français, est le 103e épisode de la série, produit en 1955 par Hanna-Barbera, et sorti en 1956 sous le label Metro-Goldwyn-Mayer. Même pour l'époque, les thèmes abordés dans cet ultime épisode du chat et de la souris sont horribles. Bien que les producteurs essaient de masquer le véritable message derrière des gags stupides dignes de l'émission, le fond de l'histoire met en scène un double suicide. L'épisode commence par Tom, assis sur des rails et se tenant le visage d'un air dépressif, les yeux injectés de sang, alors que Jerry l'observe depuis une plateforme un peu plus haute. Contrairement aux autres épisodes, celui-ci est doté d'une voix off représentant les pensées de la petite souris. Elle explique les raisons de la chute de morale du chat, elle se lamente sur l'état pitoyable de son vieil ami, et ses paroles font comprendre à quel point Tom est au plus bas. Voici ce qu'elle dit. Pauvre Tom, dans quelques minutes ce sera fini. Et pour la première fois depuis qu'il le connaît, il sera heureux. Pauvre misérable créature, meurtrie par la mort. Je suppose que les gens disent que j'aurais dû l'aider. Je sais, mais c'est beaucoup mieux ainsi. S'ensuit un flashback des événements antérieurs. Tom et Jerry sont alors des amis inséparables, partageant tout, jusqu'à ce que Tom rencontre une belle chatte blanche, aux yeux de biche et au corps parfait. La femelle semble ressentir de la sympathie à l'égard de Tom, bien qu'elle le manipule comme bon lui semble. On peut la voir modeler son visage pour en faire un âne. Mais Butch, le rival noir du protagoniste principal, riche matou se prélassant sur son balcon, les interrompt. La femme chat se montre alors opportuniste, et attirée par la richesse de Butch, quitte immédiatement Tom pour lui. Tom se lance dans des crédits financiers. Il signe même un document mentionnant qu'il met en gage ses bras et ses jambes pour tenter de reconquérir son aimé en lui offrant des fleurs, du parfum, une bague et une voiture. Mais la croqueuse de diamants rejette tous ses efforts car les cadeaux de Butch sont bien plus gros, plus chers et extravagants. On peut notamment voir arriver un camion-citerne rempli de parfums de grande marque et une bague dont le diamant ne peut être regardé qu'avec un masque de protection pour serrurier, tant il est étincelant. Le cœur brisé, sans un sou et endetté jusqu'au cou, Tom tente de noyer son malheur dans le lait, une métaphore pour l'alcool dans le dessin animé, refusant d'écouter son ami la souris qui le supplie d'arrêter de boire. La voix off raconte qu'il commence à s'enivrer pour oublier, mais ne dit pas de quelle sorte de boisson il s'agit. Tom se laisse aller et se couche dans un caniveau, ivre. Il est sauvé de justesse par Jerry au moment où il est sur le point de finir dans les égouts. Alors que la vie de Tom ne semble pas pouvoir empirer, une voiture passe, et il découvre que son ex-petite amie est maintenant la femme de son rival Butch. Le couple se déplace en décapotable dans la ville, décoré d'une banderole où il est inscrit « Jeune marié » à l'arrière. Jerry termine alors son flashback de la triste histoire en pensant à sa propre petite amie, Toots. Heureux que, contrairement à l'ex du chat, elle lui soit fidèle. Mais sa vision des choses change soudainement car, tout comme pour le chat, Toots s'est mariée à une riche souris et passe à côté de lui à toute vitesse, à présent accompagnée de son riche mari. La petite souris rejoint Tom sur la voie ferrée. Ils attendent le train qui doit les faucher tous les deux. Il n'est plus très loin. Et alors qu'il siffle, le fondu au noir arrive avec le générique de fin, accompagné du son du train approchant. Le week-end dernier, après une fête entre amis, je suis rentré chez moi à pied. Bien sûr, la plupart des gens trouveraient cette ville effrayante de nuit. Pendant que la brise soufflait, des bruits de grincement se faisaient entendre. Je suis passé sous un drapeau qui flottait harmonieusement au vent.
Mais je connaissais très bien la ville, si ce n'est dire par cœur. Je n'avais pas à avoir un couteau dans ma poche, je me sentais assez habile et fort, et je n'étais pas effrayé pour rien. Je ne pensais pas à grand chose quand je suis passé sous un réverbère dans l'allée à travers laquelle mes amis et moi nous amusions souvent. J'ai simplement jeté un coup d'œil, et j'ai vu un ombre de dos, qui regardait probablement dans les poubelles à la recherche de quelque chose. Je n'ai pas vu sa figure. Cependant, je n'ai pas loupé le craquement immonde de son cou quand il tourna sa tête sur le côté, comme une chouette. J'ai vivement reculé, à la fois amusé et choqué. Je suppose que c'était une réaction inhabituelle pour un adolescent, après avoir assisté à un tel spectacle. Mais je crois que je suis bizarre en général. J'ai rigolé à cette pensée et j'ai continué à marcher sur le côté, mes bottes claquant sur le sol bétonné à un rythme soutenu. Je regardais droit devant, tout en songeant que j'aurais encore la maison pour moi tout seul cette semaine. Ma mère travaillait de plus en plus, me laissant souvent seul à la maison. C'est la nuit. Tout autour de moi a commencé à devenir sombre, pendant que je me laissais emporter dans le doux monde des rêves. Vous savez, ce sentiment de calme lorsque vous savez que vous allez dormir et que vous vous sentez simplement comme si vous alliez vous reposer. Tout est en paix, vous êtes parfaitement bien. Des pensées traversent votre esprit de temps à autre, accompagnées de brèves petites scènes de la vie, comme des morceaux de film. Je ne m'extasiais pas longtemps sur ces images, car je me suis soudain sorti de ma torpeur. J'ai ouvert les yeux, et je me suis assis sur le lit. J'ai cligné des yeux un moment, jusqu'à ce qu'ils s'ajustent parfaitement à l'obscurité. Je suis resté comme ça un moment, me demandant ce qui m'avait réveillé. Je me rallongeais déjà dans la tiédeur de mes draps, lorsque j'entendis un son qui attira mon attention. Ce n'était pas très fort, ça devait venir d'en bas et sûrement à cause d'un chat. Stupide animaux. Je détestais quand le chat me réveillait. J'ai roulé des yeux, agacé avant de me recoucher sur le matelas qui m'accueillait mollement. Mon oreiller était froid. J'ai glissé ma main sous lui avant de me rendormir. Le son ne s'arrêta pas, et au lieu de continuer de manière irrégulière, il continuait de manière prévisible. J'ai commencé à l'écouter, et au bout d'un moment, je pouvais dire quand le craquement allait arriver. Mais c'est quoi ce truc ? Je me suis rassis, les draps collaient à ma peau à cause du stress, et je gardais une main près de moi alors que l'autre cherchait le couteau sur la table de chevet. Ma main le trouva, et je m'agrippai à lui. J'étais sûrement en train d'exagérer, mais au moins, je me sentais rassuré. J'essayais de penser aux différentes choses qui auraient pu produire ce bruit. Puis, soudain, je m'en suis rendu compte. Ça se rapprochait. J'ai serré le couteau de plus belle. Ça se rapprochait bel et bien. Presque comme s'il marchait dans l'allée. Marchait. Dans l'allée. Marcher. Ce simple mot a semblé me mettre un autre son en tête. Comme si en fait, le lent bruit des pas commençait à s'approcher dans ma chambre. Ça ne faisait pas de doute dans mon esprit. Il y avait quelqu'un dans ma maison. Je pouvais sentir des picotements immondes se propager dans mon cou et hérisser mes cheveux. Ma vue se troubla pendant que mon cœur déchargeait une dose d'adrénaline dans mon corps. J'étais paralysé, comme une statue de marbre. Je ne respirais même pas, mais je sentais mon corps bouger sans mon consentement. Les battements de mon cœur étaient lents et forts. Je pouvais sentir chaque pulsation dans mon corps. J'étais effrayé qu'il puisse être aussi fort de peur que cette personne en bas puisse entendre. Je suppliais mon corps de bouger, comme j'essayais de chasser mes pensées du brouillard de mon esprit. Que devais-je faire ? Me cacher ? Courir ? M'embusquer et traquer l'intrus ? Je suis sorti du lit et j'ai vu l'ombre de 2 pieds sous la porte. Je me suis collé contre le mur. La porte s'ouvrit dans un grincement et j'étais de nouveau gelé sur place. Mon sang continuait de battre à travers mon corps pendant que des sueurs froides venaient me geler. La porte grinçait dans son ouverture et apparut une silhouette qui se tenait sur le pas de la porte. Ma bouche ne fonctionnait plus. J'essayais de hurler et d'appeler à l'aide, mais les mots ne sortaient pas. J'étais paralysé. Je n'aurais pas dû penser aussi profondément, mais cette silhouette me rappelait quelque chose. Je rentrais chez moi, dans l'allée, la poubelle, le craquement de la tête, le vêtement qu'il portait. C'était le même qui se tenait devant moi à présent. La capuche de son sweat bleu foncé couvrait sa tête.
mais sa peau gris pâle ressortait sous l'éclat morbide de la lune. Ses yeux étaient couverts par des lunettes à teint orange. Sa veste kaki était couverte de sang. Ça a envoyé une décharge électrique dans mon dos. Mes pupilles se rétrécirent, je ne savais pas quoi faire. Mon esprit me hurlait de m'enfuir, mais mes jambes ne répondaient pas. Non, fut la seule chose que je réussis à dire avant que ma bouche ne se referme à nouveau. Il s'apparentait à un homme. Sa figure était cachée par tous ses vêtements, plus une sorte de cache-colle remontée sur son cou et sa bouche. Il s'est approché à pas feutrés de moi, puis s'arrêta. Il mit un doigt devant ses lèvres. Chut. J'ai reculé jusqu'à mon lit, pressant mon dos contre la barre de bois. Je serrai mon couteau si fort que mon poing devint blanc. Mon regard se porta bientôt sur ce que le garçon avait en main. Je réprimai un frisson. Son arme surpassait la mienne. Et de par le sang qui en coulait, je suppose qu'il avait plus d'expérience aussi. L'intrus tenait une hache dans sa main. Du sang en coulait et éclaboussait le sol. Je pouvais bouger de nouveau. Malheureusement, ma tension se relâcha et mon couteau glissa sur le sol avant de tomber sur le parquet. Je déglutis tandis que le son arrivait à mes oreilles. Non. Chut, dit-il de nouveau en avançant de plus belle vers moi. Quand son pied toucha le sol à nouveau, son cou se tordit dans un angle inhumain, et j'entendis ses os craquer contre ses tendons. Il ne comptait pas s'en aller. Je n'allais pas bouger. J'allais attendre, et ce truc devrait s'y faire. Mon cœur faisait le bruit du tonnerre, et sortait presque de ma cage thoracique, tandis que ma vision se brouillait due au manque d'oxygène. Mes poumons se refusaient à accepter de l'air. Sa tête était à présent à un angle de 50 degrés de plus que la normale. Et il sursautait parfois en avançant vers moi. Pas à pas, j'entendais ses os craquer de plus belle, répétant son familier. Chut, dit-il encore une fois. Il était à présent à un pas de moi. Il souleva son bras avec la hache. Ma vision vacilla. Mon corps était lourd. Mes jambes tremblaient. Mon Dieu. Je pouvais sentir mon être entier bouger. La hache s'approcha de moi. Lentement. Je le sentis entrer dans mon estomac. La lame simplement posée en moi. Je ne pouvais plus tenir et soudain, j'ai senti une main sur mon épaule qui me tenait fermement, tandis que la lame mal taillée entrait en moi et perçait mon ventre. J'agonisais instantanément et, pour la dernière fois, mon corps se raidit dans une combinaison de choc et de terreur. Je vis des étoiles noires et blanches, pendant que la douleur s'emparait de moi. La dernière chose que je vis fut une paire de talons hauts argentés, et une flaque de mon propre sang qui coulait vers ses chaussures. Ensuite, mon monde devint noir et engourdi. Après s'être levée par une secousse, la fille resta couchée au lit encore quelques secondes. En se penchant pour allumer sa lampe de chevet, elle essayait de se souvenir ce qui l'avait tirée de sa douce torpeur. Comme elle n'y parvenait pas, la brune se leva du lit. En regardant l'heure sur son téléphone, elle grogna quand elle vit qu'il était minuit. Sachant que le sommeil ne reviendrait pas avant un moment, elle quitta la chambre pour la cuisine, pour une bonne tasse de café. Alors qu'elle passait devant sa porte d'entrée, un désagréable frisson lui parcourut l'échine. Ce n'est que l'hiver, pensa-t-elle, repensant ce qu'elle faisait. Préparer les cuillerées, l'eau, sa tasse l'était occupée. Mais alors que le liquide bout, elle n'avait plus rien d'autre à faire. Le frisson revint et elle ne put s'empêcher de regarder vers la porte d'entrée. Ça restait là sans bouger, silencieusement, comme d'ordinaire. Le verrou était toujours en place et elle ne voyait aucun mal à ça. Retournant vers son café, elle fit de son mieux pour oublier cette sensation. Sa tasse en main, elle rebroussa chemin pour la chambre. En passant devant la porte d'entrée, elle décida de jeter au moins un coup d'œil dans le judas, pour se rassurer. Le frisson se faisait plus intense à mesure qu'elle approchait de la porte et s'éloignait de la chaleur sûre de la moquette. Elle pressa sa main contre la porte de métal froide, prit une grande inspiration et regarda par le judas. Au début, elle ne put voir qu'un noir d'encre qui semblait tourbillonner un peu. Quand elle cligna de surprise, le vide avait disparu. Elle aurait souhaité qu'il soit là. À la place, se tenait ce qu'il semblait être un homme.
Les jambes étaient longues et bizarrement inhumaines, avec des branches sur certains bras, pas comme les branches d'un arbre. La créature était drapée d'un drap noir, cachant ce qui semblait le plus cauchemardesque pour elle. La cerise sur le gâteau, cependant, était le visage infernal de la chose. C'est comme si son esprit avait flouté le visage pour cacher l'horreur qui se cachait en réalité. Elle s'éloigna de la porte, la main toujours contre celle-ci. La tasse de café tomba au sol, le liquide lui brûlant les jambes alors qu'elle tombait en arrière et tentait de fuir la porte en rampant. Elle savait plus ou moins que son mental ne lui jouait pas de tour. Alors qu'elle fuyait la porte, elle regarda et tendit l'oreille pour surveiller ce qui se passait à la porte. La fille était partagée entre le besoin de fuir et celui de ne pas se retourner dos à la porte. Quand la porte se déverrouilla, le besoin de fuir l'emporta. Mais elle glissa sur le café brûlant en tentant de courir dans la chambre. Elle savait qu'elle était coincée quoi qu'il arrive, mais il lui fallait s'éloigner de cette porte. La fille était à mi-chemin du couloir quand elle entendit la porte déverrouillée grincer en s'ouvrant. Elle hurla et s'écroula contre un mur, tombant sur le menton et s'assomma. Après cela, il n'y eut plus que les ténèbres. Nicole, une douce voix masculine sortit la femme de son sommeil. Alors qu'elle se tournait, elle fut accueillie par le docteur de sa sœur. Elle hocha la tête, ignorant si elle devait dire quelque chose, ou même si elle pouvait trouver la force de parler. Ce matin, elle a eu un appel urgent de l'hôpital, disant que sa sœur Lindsay était là. Avant qu'elle n'ait pu aller la voir, le docteur l'a pris à part et insista pour parler de ce qui aurait pu arriver. Des mots comme auto-infligé et assaut ont été dits et Nicole n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle n'avait toujours pas tout compris lorsqu'elle finit par voir Lindsay avec ses propres yeux. Sa petite sœur avait un bandage à la tête, couvrant ses yeux et ses oreilles. Ils dirent que c'était pour que ses yeux soignés ne sèchent pas et pour prévenir les risques d'infection sur les plaies que Lindsay s'était faites aux oreilles. Les docteurs ont théorisé que elle ou quelqu'un d'autre avait planté un stylo dedans pour lui perturber l'équilibre ou pour l'empêcher de se défendre contre quelque chose. Il y avait des brûlures aux 2 premiers degrés sur les mains, les jambes et les pieds, probablement dû au café que les voisins ont trouvé par terre lorsqu'ils sont arrivés. Alors que Nicole marchait dans la chambre d'hôpital de sa sœur pour la première fois, elle crut voir la silhouette d'un homme à la fenêtre. Mais elle savait que c'était impossible. La chambre de sa sœur est au 3e étage de l'hôpital. Salut, je m'appelle Jérémy, j'ai 28 ans. D'habitude, je n'aime pas du tout parler en public. Je suis assez timide, mais là, j'ai vraiment besoin d'aide. Il se passe des trucs étranges autour de moi. Vous savez, j'ai une vie normale, banale même. J'ai un petit boulot dans un supermarché, j'ai une petite amie, j'ai mon appart, etc. Ma vie n'est vraiment pas passionnante, mais je suis dans la norme, on va dire. Si je vous raconte ça, c'est que depuis quelques jours, il se passe des trucs étranges. Ça a commencé par un SMS que j'ai reçu. C'était un numéro bizarre, une suite de 6. Le SMS, lui, représentait une suite de chiffres incompréhensibles. Pour être honnête avec vous, je ne comprenais rien du tout. Je leur ai donc répondu qu'ils s'étaient trompés de destinataire. Mais aussi vite, j'ai reçu un autre message, encore chiffré. J'étais intrigué, j'ai donc fait des recherches sur internet et j'ai trouvé un site super, Décode. Il m'a suffi d'entrer ces chiffres dans la case et cliquer sur déchiffrer, et là, une phrase est apparue. D'abord, j'étais content d'avoir pu trouver comment déchiffrer ce code, mais mon sourire a très vite disparu quand j'ai lu ce que la première phrase disait. Bonjour, on te voit. Dans ma tête, il y a eu tout un tas de questions. Qui était ce type? Était-ce une blague? Me voyait-il vraiment? Par la caméra de mon portable peut-être? Pendant quelques secondes, je n'osais pas faire un geste. Puis je me suis dit qu'il s'agissait sûrement d'une blague. J'ai donc déchiffré le second SMS. Et voilà ce que ça disait. Ouvre ton PC et regarde le dossier vidéo. J'ai ouvert mon dossier vidéo en me posant des questions sur ce que j'allais y trouver. Il y avait une vidéo nommée 96H. Je peux vous jurer que cette vidéo n'était pas sur mon PC normalement.
Sur mon PC en vidéo, il n'y a que des épisodes de séries comme Breaking Bad. Je n'osais pas cliquer dessus, mais j'ai reçu un autre SMS. Non codé cette fois. Ouvre. Là, j'ai su que ce mec me voyait. Il m'espionnait, je ne sais pas comment. J'ai lâché mon téléphone et je suis parti chercher du ruban adhésif noir. Puis j'ai caché ma webcam et l'appareil photo de mon portable. Mon cœur battait très fort. Je me demandais depuis combien de temps cet homme m'espionnait. Je sais que c'est complètement ridicule, mais je restais là, debout, devant mon PC, sans bouger. Je n'osais pas faire un geste. Puis mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai regardé l'écran et c'était inscrit « Mon amour ». Avec un soupir de soulagement, j'ai pris le portable et j'ai décroché. Et encore une fois, j'ai vite déchanté. Ce n'était pas la voix de ma copine, mais une voix d'homme. Ouvre la vidéo, fais pas le con, ce n'est que le début. Puis ça a raccroché. J'avais beau dire « Allô », mais plus personne au bout du fil. J'ai de suite appelé ma copine pour savoir si elle allait bien. Allô, Julie ? Jérémy, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air paniqué, il se passe quelque chose? Non, tout va bien. Je voulais juste entendre ta voix, tu me manques. Je dois raccrocher là, je te rappelle plus tard. Ouvre la vidéo, Jérémy. Julie ? Julie ? Tu me manques aussi. À tout à l'heure. J'ai jeté mon portable à terre. J'étais certain d'avoir entendu la voix de l'homme me dire d'ouvrir cette vidéo. Mais c'était impossible pourtant. Je ne savais pas quoi penser. J'ai regardé mon PC et je me suis dit, allez, regarder une putain de vidéo ne va pas me tuer. Alors, j'ai cliqué sur la vidéo, mon cœur s'apprêtant à sortir de ma poitrine. La vidéo s'est lancée et je dois dire que c'était incompréhensible pour moi. Il y avait une fille qui chuchotait les paroles d'une chanson. Je ne sais plus trop le titre, mais je crois que c'est Ordinary World. Il y avait aussi des choses bizarres. Bref, c'était très spécial. Je venais par un jeudi pluvieux passé dans l'avenue. Je pensais t'avoir entendu parler à voix basse. J'ai allumé les lampes, la télé, la radio. Mais je ne peux toujours pas échapper à ton fantôme. Mais que s'est-il passé? C'est fou, certains diraient. Où est la vie que je connaissais? Elle est partie. Mais je ne pleurerai pas pour le passé. C'est un monde ordinaire. De toute manière, je dois trouver. Et alors que je vais essayer de tracer ma route au sein de ce monde ordinaire, j'apprendrai à survivre. Je suis resté abasourdi devant cette vidéo. C'était quoi le message? Je ne comprenais rien. J'ai regardé une nouvelle fois la vidéo, mais rien à y faire. Pour moi, cette chose n'avait aucun sens. À quoi jouer ce type? Si c'était une blague, c'était vraiment nul. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ce numéro bizarre. Mais, chose étrange, il n'y avait aucune tonalité. Aucun son. Pourtant, j'étais bien en lien avec le numéro. Mais personne ne parlait. Quand j'ai failli raccrocher, une voix a retenti dans l'appareil. 96 heures restantes. Bonne chance, Jérémy. Garde en tête qu'une fois sorti, tu ne pourras pas revenir. Encore une fois, j'ai essayé de parler pour en savoir plus sur son intention, mais en vain. J'ai donc raccroché. C'était dingue comment en quelques minutes ma vie avait basculé. Je me posais trop de questions. Qui était ce mec? Que voulait-il? Pourquoi moi? Fallait-il aller voir la police? Que se passerait-il dans 96 heures? Comment je pouvais savoir ce que je devais faire? 96 heures pour faire quoi? J'étais complètement perdu. J'ai décidé d'appeler mon ami Sébastien. Je savais qu'il était du genre à faire des blagues pourries, alors je me suis dit, c'est peut-être lui qui s'amuse à me faire peur. J'ai pris mon téléphone et j'ai été dans mes contacts. Quand je suis arrivé à son numéro, la photo que j'avais mise à son profil a été changée. À la place,
il y avait Sébastien, ligoté et bâillonné, assis sur une chaise au milieu d'une pièce sombre. Il avait l'air endormi. Mon sang s'est glacé. Apparemment, ce n'était pas une blague ni un simple jeu. J'ai quand même essayé d'appeler, mais ça disait que le numéro n'était pas attribué. Et j'ai essayé d'appeler la police, mais mon portable s'est éteint. Plus possible de le rallumer. De panique et de rage, je l'ai jeté à terre. Et au même moment, la voix de Sébastien a retenti tout bas dans les haut-parleurs de mon PC. C'était vraiment bas. J'ai pas compris ce qu'il disait, mais j'étais certain que c'était lui. Je me suis approché des enceintes, mais plus rien. Pourtant, j'étais sûr de l'avoir entendu. Et c'est là que les paroles de cette fille me sont revenues. Je pensais